Un coach à la une. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Un coach à la une, le podcast destiné à apporter un éclairage sur une thématique du coaching. Dans ce premier épisode, nous vous proposons le thème de l'intelligence collective pour lequel nous avons interviewé Robert Stahl. Coach et superviseur, spécialisé dans l'accompagnement des équipes depuis une quinzaine d'années, Robert Stahl sort d'ici quelques semaines son prochain livre intitulé « Favoriser et développer l'intelligence collective ». Alors, comment identifier et évaluer l'intelligence collective au sein d'une équipe ? Est-ce toujours possible de faire émerger cette alchimie particulière, et ce, quel que soit le type d'organisation ? Voici quelques-unes des questions auxquelles vous trouverez des éléments de réponse dans cet épisode. Bonne écoute à vous. Un coach à la une. Bonjour Robert. Bonjour David. Merci d'avoir accepté cet entretien focalisé sur l'intelligence collective. Pour commencer, pourrais-tu partager avec nous ton cheminement personnel qui t'a conduit à devenir coach ? En 2000, j'étais directeur d'une école d'ingénieurs que j'avais créée 7 ans auparavant et je tournais en rond. Et donc j'ai consulté un coach que je connaissais. Ce coaching m'a amené à faire un coaching d'équipe sans forcément le dire avec mon équipe en 2002. Où on a imaginé tous ensemble quelle serait notre école d'ingénieurs dans 10 ans. Et l'expérience a été absolument fabuleuse. Et le changement qu'ils ont initié en 2002 est toujours présent. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je me forme à ce métier. Donc, je me suis formé au coaching d'équipe. Et puis, je suis devenu coach en 2006. Exclusivement d'abord coach d'équipe. Et puis, petit à petit, coach aussi individuel s'il n'y a pas de coach d'équipe sans coaching du responsable de l'équipe. Et puis, supervision quelques années après. Alors, l'intelligence collective va être le thème de ton prochain livre. Oui. Peux-tu nous donner les caractéristiques principales de l'intelligence collective ? Dans l'intelligence, il y a 4 mouvements. Il y a un premier mouvement, il faut poser un cadre. Et ce cadre passe par des règles du jeu relationnelles. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, sur le respect, l'écoute, qu'on se mette d'accord sur les règles de décision. Et puis peut-être aussi qu'on regarde si on a bien des valeurs partagées. Le deuxième temps, c'est de dire, bon, maintenant, on va essayer d'utiliser un certain nombre de processus qui vont permettre d'avoir ce travail en collectif. Comment on va s'organiser concrètement pour que, voilà, si on est 50, les 50 soient participants de l'ensemble. Le troisième cran, c'est de dire, bon, ben ça, il faut ensuite le vivre au quotidien. Et donc, il peut y avoir des temps de régulation. Et puis, le quatrième temps, mais qui pourrait être le premier, une dynamique d'intelligence collective, elle doit être sous-tendue par un ressort très fort. Si on dit, on va travailler juste pour que notre prix de revient baisse de 3%, on n'aura pas la même énergie que si on dit, on va diviser par 2 notre prix de revient. Ouais, il faut une vraie ambition. Voilà, donc une vraie ambition, donc un rêve à 10 ans. On n'est pas en train de fabriquer un mur, ni d'empiler des pierres, on est en train de construire une cathédrale, quoi. Donc, est-ce qu'on a identifié la cathédrale ? Alors, de ton expérience, comment évaluer l'intelligence collective au sein d'une équipe de manière pragmatique ? On pourrait créer un indicateur d'intelligence collective. Il suffirait d'une part de mesurer quel est le pourcentage d'implication des membres de cette équipe quand on fait une réunion. Si effectivement il y en a un qui travaille et les 9 autres qui écoutent, c'est 10%. Et si on les réunit et que en fait les 10 sont en train de bosser, c'est 100%. Et ça, c'est pas le seul indicateur d'intelligence collective, parce que l'intelligence collective, elle doit être aussi au service d'un résultat. Et donc est-ce que si on note de 0 à 10 le résultat, 0, il ne s'est pas passé grand-chose. 6, c'est résultat classique d'une réunion. Ou 10, les résultats sont bluffants. Et pour moi, un indice d'intelligence collective, ça serait la multiplication de ces 2 indicateurs. Le pourcentage d'implication des gens dans l'équipe, qui est à viser, pour moi, c'est plutôt 80%. Et puis la pertinence du résultat produit par cette équipe, et qui serait plutôt à 8 ou 9 sur 10. Et au-delà de ces indicateurs, qu'est-ce qui peut laisser transparaître que l'intelligence collective est bien à l'œuvre au sein d'une équipe ? Pour moi, c'est l'équipe à trouver son alchimie. Si tu mets 30 personnes pour dire allez-y, bossez ensemble, si l'alchimie n'est pas là, même si les 30 personnes sont volontaires pour travailler, ça va pas le faire. Comment ça va s'organiser ? Est-ce que les gens ont bien compris que c'était plus important de penser processus que contenu ? Donc c'est vraiment avoir tout un travail sur comment on va se mettre ensemble à travailler pour que effectivement tout le monde soit contributeur. Est-ce que l'intelligence collective peut émerger au sein d'une équipe, et ce, quel que soit le type d'organisation auquel elle appartient ? Alors, de mon expérience, moi j'ai fait plus d'une 40aine de coaching d'équipe. Ça a marché à tous les coups, sauf une fois. Et en fait, c'est la seule équipe où je n'avais pas accompagné le responsable de l'équipe. À la fin du travail, la directrice reprend la parole, mais vraiment c'était dans les derniers 20 minutes. On dit c'est pas tout ça, mais je vous rappelle que vous avez du boulot pour demain matin.
je compte sur vous. Et de la manière dont on en a parlé, c'est comme si elle mettait à la poubelle les 3 jours de travaux qu'on venait de faire. Le directeur adjoint a démissionné dans la semaine. Je pense que l'intelligence collective n'existe que parce que le responsable de l'équipe accepte de changer de place et de laisser vraiment de la place à l'intelligence de son équipe. Et y a-t-il une condition sine qua non à l'émergence de l'intelligence collective ? L'intelligence collective n'existe que si le manager de l'équipe ou le responsable de l'équipe a vérifié qu'il va être en capacité de faire des choses peut-être un peu différentes de ce qu'on faisait d'habitude et qu'il ne va pas avoir un N+1 ou N+2 qui va dire « Attendez, bon, c'est bien, vous êtes amusés, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait et on va faire autrement ». Tout le travail d'intelligence collective, ça peut être vraiment un soufflet qui s'écrabouille si effectivement le manager n'a pas fait le travail avant de voir « Je vais être capable effectivement de porter le changement qui va être amené par l'équipe et qui va vraiment amener la transformation que l'on souhaite ». Tu disais tout à l'heure, c'était indispensable pour toi d'accompagner également le manager pour qu'il se prépare effectivement à cette émergence d'intelligence collective. Ça peut être assez transformant. Moi, j'ai souvenir d'un dirigeant qui m'en est, je l'alerte, je lui dis, mais bon, on va faire travailler ton équipe. Peut-être que la solution que ton équipe va proposer sera pas la même que la tienne. Et il me dit, ben non, on y va. Bon, on fait le travail. Et puis, on se revoit donc 3 semaines après. Et puis, je lui dis, je suis embêté, moi, parce que visiblement, ton équipe, elle est partie pour faire tout à fait autre chose que ce que toi, tu avais envie qu'elle fasse. Qu'est-ce qu'on fait ? Le chef d'entreprise est resté en silence presque 2 minutes. Puis à un moment donné, il dit, mais le plus important, c'est que mon équipe, elle s'est mise en route. Qu'elle fasse ce que moi j'avais pensé ou autre chose. L'important, c'est qu'elle s'est mise en mouvement et qu'elle va faire quelque chose qui a de la gueule. Alors du coup, la question qui me vient, c'est comment fais-tu, lorsque tu accompagnes un collectif, pour rassurer le manager sur le fait que l'émergence de cette intelligence collective apportera bien plus que ce qu'il peut imaginer ? Lui est demandeur au départ, il va pas demander à un coach de travailler avec son équipe si lui n'est pas prêt quand même à se remettre un peu en cause. Et moi, en l'occurrence, systématiquement, je propose un temps avant et un temps après. J'appelle ça du temps de copilotage. Je dis, voilà, on va avoir 2 jours avec votre équipe, comment on va s'y prendre, comment vous voyez les choses. Et puis, après les 2 jours, voilà, comment vous avez vécu la chose, qu'est-ce qui vous a posé problème, où est-ce que vous en êtes. Et donc, effectivement, il y a des points d'étape réguliers pour travailler avec le responsable de l'équipe et que petit à petit, ils comprennent que sa place est en train de changer. Avant, il était chef de troupe et maintenant, il a une place plutôt à côté de son équipe, un rôle important de protection et de permission pour que réellement l'équipe puisse aller jusqu'au bout. Alors, une dernière question sur notre thème. Quelle est la durée moyenne d'un coaching destiné à faire émerger cette intelligence collective ? Alors moi, j'ai toujours défendu que le coaching d'équipe, c'était un temps ponctuel, donc c'était sur 3 mois ou 6 mois, 9 mois, mais que le coach avait vocation à disparaître. Et j'ai souvent travaillé avec des projets à 10 ans. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me ressollicite 10 ans après, en disant, écoute, on a fait un super boulot pendant 10 ans, est-ce que tu peux nous accompagner pour les 10 prochaines années ? Robert, nous approchons du terme de notre entretien. En le préparant avec toi, je t'ai proposé d'illustrer le thème par une musique. Pourquoi avoir choisi le Boléro de Maurice Ravel ? Le titre m'est venu spontanément quand tu m'as posé la question. C'est un morceau qui n'était pas prévu pour être le succès qu'il est devenu. Alors d'ailleurs, plus de 90 ans après sa création, le Boléro reste un des morceaux les plus joués au monde. Semble-t-il, il paraît. Alors que c'est quelque chose d'hyper simple. Il y a une alchimie qui se passe. Tous les instruments, les uns après les autres, participent. Bon exemple aussi d'une certaine manière d'intelligence collective. Au dernier moment, ça change complètement et ça permet de finir le morceau. En apothéose. Et en apothéose, voilà. Puis c'est très émouvant. Les ballets qui sont filmés avec cette musique, moi j'avoue qu'on est emporté ailleurs, quoi. C'est dans un autre monde. Et c'est cette envie d'ailleurs qui peut effectivement motiver et donner envie de participer à un coaching. De toute façon, c'est pour vivre plus intensément la vie. Pour moi, le coaching, si ça ne vise pas à ça, ça n'a pas d'intérêt. Robert, je te propose de clore notre entretien sur ces derniers mots et ces quelques notes. Merci pour ta participation. Merci David. Un coach à la une. Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Un coach à la une. Retrouvez cette série de podcasts sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute ou sur notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez également vous abonner. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et bien sûr à partager ce programme. À très bientôt pour un nouvel épisode. Un coach à la une.